Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Et dans cette chronique du groupe Fred Zeller, je vous propose de commencer par le 120e anniversaire de la loi de 1905, qui sera fêté comme il se doit dans un meeting très important qui va se tenir à Paris, salle ENAF, samedi prochain, donc samedi 6 décembre. Voilà. Alors, cette journée anniversaire du 120e anniversaire de la loi de 1905, donc, va être soutenue par un certain nombre d'associations et de syndicats, dont je vous donne la liste parce qu'elle est extrêmement importante. La Vigie de la laïcité, la Fédération nationale de la libre pensée, évidemment, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, Solidarité laïque, le Conseil national des associations familiales laïques, c'est-à-dire le CNAFAL, la Fédération syndicale unitaire FSU, la Confédération CGT Force ouvrière, la FNE-CPFP Force ouvrière, le syndicat national des chefs d'établissement, indépendance et direction FO, Confédération CGT, FERC-CGT, c'est la Fédération de l'enseignement et de la recherche de la CGT, Union des syndicats CGT de l'éducation nationale, le syndicat CGT de l'enseignement privé, Sud Éducation, SE-UNSA, la tendance intersyndicale Émancipation, la Grande Loge de France, GLDF, Rites Unis de Memphis-Mizraïm, Association pour le droit de mourir dans la dignité, Association des Amis de la Commune de Paris 1871, Association Coudes à Coudes, la Marche des Solidarités, l'Association internationale de la libre pensée, Humanist International, Rob Boston, donc États-Unis pour la séparation, ARS Rodrigues, ancien député socialiste du Portugal, et Kees Porteus Wood, expert international à l'ONU. Voilà, donc ce rassemblement, ce meeting donc à Paris est extrêmement important de par cette liste que je viens de vous citer sur cette réunion importante à Paris. Alors, un texte présentant un petit peu cette réunion. Stanislas et Bétaram, deux noms qui ont fait l'actualité ces 2 dernières années et qui sont devenus des symboles d'impunité, d'obscurantisme et de compromission politique. Les 2 institutions par lesquelles le scandale est arrivé sont loin d'être les seules écoles privées subventionnées où des sérieux manquements, voire des crimes, ont été dévoilés récemment, après des années d'omerta et de protection par les élus locaux et nationaux, ainsi que par les services administratifs censés exercer un contrôle des établissements sous contrat. Si la défaillance est systémique, c'est parce qu'elle est voulue. La loi Debré organise sciemment le financement sans contrepartie de l'enseignement catholique et l'impunité de ses manquements. Le texte de la loi Debré ne reconnaît nulle part qu'elle porte spécifiquement sur l'enseignement catholique, mais personne n'est dupe. Près de 95% des établissements privés sous contrat sont d'inspiration catholique. La plupart dépendent d'associations présidées par les évêques de France. Le secrétaire général de l'enseignement catholique ne se cache même pas de sa volonté d'utiliser la reconnaissance scélérate du « caractère propre » entre guillemets, des établissements sous contrat pour désamorcer tous les contrôles d'application des directives ministérielles sur les sujets qui intéressent l'Église, à commencer par l'éducation sexuelle et l'apprentissage du consentement, un sujet sur lequel on sait que les évêques ne décevront jamais. La loi Debré est la loi anti-laïque par excellence. Elle est le principal dispositif de contournement de la loi de 1905 depuis bientôt 7 décennies. La loi Debré est un pacte d'argent et d'impunité conclu entre l'Église catholique et la Ve République naissante, dont la Constitution porte la même signature. Il en va de la loi Debré comme de la Constitution de 1958. Jusqu'à il y a peu, on voulait nous faire croire qu'elles étaient devenues inébranlables. Même parmi ceux qui restaient fidèles à leur opposition à ces textes iniques, certains cédaient peu à peu au fatalisme.
Aujourd'hui, l'épuisement de l'une comme de l'autre sont évidentes et une aspiration profonde a saisi le pays. Il faut en finir avec cet ordre autoritaire et ses prébendes et revenir à la règle d'or de la République, l'Église chez elle et l'État chez lui. Depuis le départ et le serment de Vincennes de 1960, la libre pensée tient toute sa place dans ce combat. Loin de faire de l'abrogation de la loi Debré un mot d'ordre abstrait et inatteignable, nous avons pris l'initiative d'élaborer un plan de sortie qui permet d'abroger la loi immédiatement en mettant en place les dispositions transitoires permettant le démantèlement progressif des structures de l'enseignement privé sous contrat et le reversement à l'école publique laïque des moyens actuellement consentis à des structures à 95% liées à l'Église catholique. L'abrogation légale est le point de départ à partir duquel, en 6 ans, le contournement scolaire de la loi de 1905 prendra fin. Ce plan fait aujourd'hui consensus dans le mouvement laïque, en particulier auprès des syndicats de l'éducation. La déliquescence actuelle d'une 5e République aux abois nous oblige, car elle crée les conditions d'un rapport de force grâce auquel nous pourrons imposer la mise en œuvre de ce plan. L'heure est à la mobilisation pour une République laïque, démocratique et sociale. L'heure est à la réaffirmation des principes qui guidaient les auteurs de la loi de 1905. Le meeting de Paris, le 6 décembre 2005 à 14h, sera une étape cruciale dans la construction du rapport de force. Le gouvernement n'en finit pas d'agoniser. Le système des partis de la Ve République se délite. C'est le monde de Debré et consorts qui meurt. Nous devons l'achever. Le mouvement laïque doit ressurgir dans l'arène pour montrer sa force, son nombre et sa détermination. Leur époque s'achève. Il ne tient qu'à nous de leur dire « Demain nous appartient, fonds publics pour l'école publique, fonds privés pour l'école privée et vive la laïque ». Voilà. Donc, pour ceux qui peuvent y aller, c'est toujours un petit peu compliqué depuis notre région. Donc, samedi 6 décembre, 14h, salle ENAF pour ce meeting, donc soutenu par des dizaines d'associations, d'organisations, de syndicats et d'associations donc très diverses. Voilà. Alors, je voudrais poursuivre par un sujet qui devient extrêmement important. C'est ce qui se passe dans le monde de l'université, de la recherche, avec, on en a déjà parlé dans de précédentes chroniques, l'affaire du colloque sur l'histoire de la Palestine qui a été annulé par le directeur du Collège de France et qui a provoqué la réprobation, donc annulation qui a provoqué la réprobation de nombreux universitaires. Et on a maintenant une déclaration commune de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée et de la Fédération nationale de la libre pensée, que je vous lis, c'est un texte court qui est important. En défense de l'université, à propos d'une politique médiatique. L'IRELP et la FNLP se sont récemment fait l'écho de l'attaque inédite contre le Collège de France. Dans les jours suivants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lançait une vaste opération de fichage politique des universitaires sous la forme d'un sondage délibérément mal anonymisé, ourdi avec la direction de l'Institut d'études politiques de Paris. Devant ces provocations, France Université, qui réunit les présidents d'établissements, a fait preuve d'une détermination qu'on ne lui connaissait pas et a refusé de participer à l'opération. L'affaire commençait à faire du bruit, d'autant qu'elle permettait de documenter les chemins utilisés par le gouvernement pour brider la liberté académique et mettre les universitaires sous surveillance. C'est dans ce contexte qu'est survenue une polémique médiatique survenant à point nommé pour le gouvernement. L'affaire, quelqu'un s'exprime sur un lieu d'expression personnelle en ligne en réaction à une tribune parue contre la reconnaissance de l'État de Palestine. Cette expression politique est son droit constitutionnel. Or, cette personne est un universitaire de son métier. Il s'appelle Julien Terry. Depuis, une campagne médiatique s'est déployée, incluant notamment un appel à des sanctions disciplinaires pour des propos tenus en dehors du code professionnel. Cette décision représenterait un précédent considérable et dangereux. Elle ouvrirait la voie au contrôle et à la surveillance politique de toutes et tous les universitaires que l'on sait être l'objectif du gouvernement. Pour cette raison, l'IRELP et la FNLP réclament l'abandon de toute procédure disciplinaire contre Julien Terry. La confusion des genres doit cesser. La liberté d'expression politique des citoyens ne saurait être soumise aux règles disciplinaires et hiérarchiques de leur métier. Voilà. Donc,
cette déclaration commune IREL-FNLP est importante. Et je poursuis sur le même sujet, avec un appel intitulé « Contre un maccarthisme à la française pour tous les Julien Théry à venir ». À la suite d'un communiqué mensonger paru le 21 novembre sur le compte X de la LICRA, repris dans une publication du journal Lyon Capital et depuis par de très nombreux médias. L'historien Julien Théry est l'objet depuis plusieurs jours d'une violente campagne de diffamation et de harcèlement, avec des pressions politiques qui ont conduit son université de rattachement à effectuer un signalement au procureur, des insultes et des menaces de mort. Une situation d'autant plus préoccupante que l'adresse précise de son lieu de travail a été divulguée par Lyon Capital, constituant un risque pour sa sécurité. Le tweet de la LICRA est un montage d'un post Facebook réalisé par Julien Théry le 20 septembre dernier, où il relayait la longue analyse faite par Sophie Trégan de la « lettre de la honte », cette tribune demandant au président Emmanuel Macron de ne pas reconnaître un État palestinien sans conditions préalables. Rappelant un certain nombre de faits avérés et reconnus par les instances internationales, Sophie Trégan concluait ainsi, citation, « Quand on conditionne la reconnaissance d'un État à la libération de 49 otages au mépris de la vie de plus de 1,5 million de personnes en proie à un génocide, c'est ni plus ni moins qu'une hiérarchisation des vies humaines selon leur origine ethnique du suprématisme. » Julien Théry a reposté ce texte en copiant-collant à la liste des signataires de la tribune, qui circulait alors partout à ce moment-là, et a ajouté, entre guillemets, « génocidaire à boycotter ». La LICRA a soigneusement omis le post initial, donnant ainsi l'impression que l'historien avait fait une liste de noms, au hasard, sans raison particulière. L'effet de ce montage irresponsable de la LICRA a été de déclencher une campagne de harcèlement. Mais pourquoi une telle démarche de la LICRA maintenant, alors que le post initial qu'elle a tronqué avant de le diffuser est vieux de 2 mois ? Réponse. Cette offensive de la LICRA semble intervenir en représailles à la publication sur le site hors-série.net, le 23 octobre dernier, d'un chapitre de son livre intitulé « En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France », paru le 17 octobre dernier aux éditions de l'Atelier. L'article en question, dont le rédacteur en chef du journal de la LICRA, Emmanuel de Bono, a rapidement tenté une dénonciation sur le site Conspiracy Watch, est une réfutation de l'idée selon laquelle il existerait aujourd'hui un antisémitisme de gauche, mené à partir d'une synthèse profonde de l'histoire de l'antisémitisme, en particulier depuis le début du XIXe siècle. Et donc, je fais une parenthèse, j'avais évoqué donc ce texte dans une précédente chronique, celle de la semaine dernière. La conclusion en est, sans originalité, qu'il peut évidemment y avoir des cas d'antisémitisme de la part d'individus qui appartiennent à la gauche, antisémitisme à gauche selon la distinction de Michel Dreyfus, mais que, depuis le tournant de l'affaire Dreyfus, la gauche a abandonné l'antisémitisme pour des raisons structurelles, alors que la droite nationaliste, à l'inverse, a été et demeure structurellement antisémite. Plus douloureux, le texte conclut aussi que l'irruption de l'idée d'un antisémitisme de gauche dans le débat public depuis à peine plus de 2 décennies est liée à la radicalisation de l'entreprise sioniste en Palestine depuis l'assassinat d'Isaac Rabin et l'abandon des accords d'Oslo. La notion d'antisémitisme de gauche vise ainsi en réalité à neutraliser les oppositions à cette entreprise en les rabattant sur le judéocide européen de 1941-1945. Depuis l'ébullition médiatique provoquée par la tribune des 20 signataires, moment où paraissent l'analyse de Sophie Trégan et le poste de Julien Théry, les otages israéliens ont tous été libérés. Force est de constater que la guerre ne s'est pas terminée pour autant. Chaque jour, des dizaines de Palestiniennes et Palestiniens continuent de mourir sous les bombes ou les balles des snipers, ce qui montre bien que l'enjeu dépassait les otages et concerne le nettoyage ethnique en vue de ce qui serait une colonisation totale de la Palestine. Quiconque souligne sérieusement cet état de fait se voit systématiquement exposé à l'accusation d'antisémitisme. L'article de Julien Théry, qui démontre cette idée d'un antisémitisme de gauche, est donc dérangeant pour les soutiens à l'État d'Israël et leur stratégie de communication. Nous assistons depuis quelques semaines à une nouvelle offensive générale contre la liberté des universitaires d'étudier et d'analyser la situation en Palestine. La LICRA et notamment Emmanuel de Bono sont parvenus à faire annuler la tenue au Collège de France du colloque organisé par Henri Laurens,
La campagne lancée contre Julien Théry par la LICRA poursuit cette attaque. Il est particulièrement inquiétant de constater que l'ensemble des grands médias reprend à son compte les accusations mensongères de la LICRA sans effectuer la moindre vérification. Faute de réaction rapide de la communauté universitaire, cette vague de censure et de macartisme à la française, voire également l'entreprise annoncée par le ministère revenant à ficher les universitaires sous couvert d'enquête nationale sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur et la recherche, posera une chape de plomb sur la recherche et la vie intellectuelle. Le risque est alors de réduire les universitaires et les chercheurs à des agents d'une propagande d'État. Et donc, toute une série d'associations et de personnalités ont signé ce texte. Je ne vous en donne pas la liste parce qu'il y a des centaines de noms. Il y a tout le gratin du monde universitaire et de la recherche qui, fort justement, apporte son soutien à ce texte. Voilà. Et alors, je voudrais poursuivre par un petit article qui est passé dans la Nouvelle République, parce que, de façon concomitante avec les éléments dont je viens de vous faire part, la libre pensée a été l'objet d'agressions au niveau de la librairie qu'elle tient dans Paris, de sa librairie parisienne, avec à plusieurs reprises des dégradations importantes qui ont été faites donc devant cette librairie et sur sa devanture. Et le journal La Nouvelle République du Centre-Ouest a publié un article qui fait le point sur cet aspect de librairies qui sont victimes de campagnes d'intimidation, et je vous en fais part de cet article. À Paris comme en région, des librairies victimes de campagnes d'intimidation. Tag à l'acide, dégradation, cyberharcèlement et visites assorties de menaces à peine voilées. À Paris comme en région, des librairies indépendantes sont victimes de campagnes d'intimidation. En juillet, la librairie féministe et LGBTIQ+, Violette & Co., dans le 11e arrondissement de Paris, a vu sa vitrine recouverte des inscriptions « Islamo-complices » et « Hamas-voleurs ». En cause, la mise en avant du livre de coloriage pro-palestinien « From the River to the Sea » de La rivière à la mer en français, une formule interprétée par certains comme une volonté d'éradiquer l'État d'Israël, pour d'autres comme un soutien pacifiste à la cause palestinienne. Le 15 novembre, c'est la librairie Petite Égypte dans le Sentier qui était visée à son tour par un tag « Albanaise, la putain du Hamas ». C'est une citation. Le tag qui a été marqué. Accompagné d'une étoile de David. La librairie recevait ce jour-là Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés. Cela s'inscrit dans une série d'actes et de vandalisme visant les librairies dont beaucoup sont liées à la question palestinienne, mais aussi dans un contexte de progression de l'extrême droite, estime le libraire Alexis Argigolo, qui a déposé plainte. Le même jour, la librairie de la Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, était elle aussi vandalisée pour avoir prêté une salle aux personnes souhaitant suivre à distance un colloque sur la Palestine dont la déprogrammation du Collège de France avait fait polémique. Rennes, Nantes, Lyon ou encore Marseille. Ces actes d'intimidation ne se limitent pas à la capitale. Des librairies ont également été ciblées à Lille, Rosny-sous-Bois, Vincennes, Rennes, Périgueux, Nantes, Lyon ou Marseille. Dans une tribune publiée en octobre, des professionnels du livre dénonçaient la multiplication de faits de harcèlement, voire de menaces physiques. Ces manifestations de violence n'ont d'autre but que de provoquer de la peur et d'induire une forme d'autocensure, écrivait-il, renvoyant dos à dos les extrêmes. Nasa Schiffert, membre de l'association Paris Librairie, regroupant 200 librairies indépendantes, rappelle que chacune a sa liberté de choix et fustige une politique d'intimidation qui va parfois jusqu'à la terreur. Ces tensions ont gagné du terrain politique. La semaine dernière, le Conseil de Paris a rejeté une subvention de 490 000 € à 40 librairies indépendantes à la faveur d'une majorité temporaire de la droite, les conseillers de la majorité s'étant absentés pour assister au sommet européen des maires contre l'antisémitisme. Les subventions visaient à accompagner notamment des travaux de rénovation énergétique et d'accessibilité. Nous étions favorables à 39 subventions sur 40, explique Aurélien Véron, membre du groupe d'orientation de Rachida Dati, pointant la librairie Violette & Co. et ses contenus jugés antisémites. Si l'élu LR assure qu'on ne s'attaque pas aux librairies et trouve inacceptables les intimidations, il a pourtant posté sur X une vidéo de la devanture à la ligne antisémite, entre guillemets, Violette & Co. a fait état de menaces de mort et dénoncé une campagne de désinformation sur les médias de Bolloré.
un contexte économique très difficile pour les indépendants. Le premier adjoint à la maire Anne Hidalgo, Patrick Bloch, PS, qualifie lui aussi d'antisémite l'ouvrage From the River to the Sea. Mais le socialiste rappelle qu'il a fait l'objet d'une autorisation de publication. La FNAC et Violette & Co ont diffusé un ouvrage de jeunesse contesté, mais on s'attaque à cette dernière parce que c'est une librairie LGTBI+, précise-t-il. De son côté, l'adjoint au commerce Nicolas Bonnet-Ouladj, PCF, dénonce un obscurantisme de la droite qui instrumentalise le débat et attise la haine. Il condamne par ailleurs l'argument totalement faux et scandaleux d'antisémitisme et estime très grave de commencer à juger la ligne éditoriale d'une librairie promettant de représenter la délibération au prochain Conseil de Paris mi-décembre. Ces polémiques interviennent dans un contexte économique tendu pour les libraires, entre concurrence féroce des plateformes en ligne, coût de l'énergie et hausse des loyers. La trésorerie est dans une situation calamiteuse, confirme Nazat Schiffert, qui comptait sur la subvention pour rénover la façade dégradée de sa librairie jeunesse dans le 15e arrondissement. Ça fait 4 ans que je rembourse le prêt garanti par l'État contracté au moment du Covid et on prend 70% de votre projet d'investissement, plaide-t-elle. Fin de l'article, donc publié par la Nouvelle République. Et je propose pour terminer de vous lire le début d'un discours historique qui me semble très important et très adapté comme élément de complément de la réflexion sur les sujets que je viens d'évoquer. Il s'agit du discours de Robespierre sur la liberté de la presse prononcé à la Société des Amis de la Constitution le 11 mai 1791. Messieurs, après la faculté de penser, celle de communiquer ses pensées à ses semblables est l'attribut le plus frappant qui distingue l'homme de la brute. Elle est tout à la fois le signe de la vocation immortelle de l'homme à l'état social, le lien, l'homme, l'instrument de la société, le moyen unique de la perfectionner, d'atteindre le degré de puissance, de lumière et de bonheur dont il est susceptible. Qu'il les communique par la parole, par l'écriture, ou par l'usage de cet art heureux qui a reculé si loin les bornes de son intelligence et qui assure à chaque homme les moyens de s'entretenir avec le genre humain tout entier, le droit qu'il exerce est toujours le même, et la liberté de la presse ne peut être distinguée de la liberté de la parole. L'une et l'autre est sacrée comme la nature, elle est nécessaire comme la société elle-même. Par quelle fatalité les lois se sont-elles donc presque partout appliquées à la violer? C'est que les lois étaient l'ouvrage des despotes et que la liberté de la presse est le plus redoutable fléau du despotisme. Comment expliquer en effet le prodige de plusieurs millions d'hommes opprimés par un seul, si ce n'est par la profonde ignorance et par la stupide léthargie où ils sont plongés, mais que tout homme qui a conservé le sentiment de sa dignité puisse dévoiler les vues perfides et la marche tortueuse de la tyrannie, qu'il puisse opposer sans cesse les droits de l'humanité aux attentats qui les violent, la souveraineté des peuples à leur avilissement et à leur misère, que l'innocence opprimée puisse faire entendre impunément sa voix redoutable et touchante, et la vérité rallier tous les esprits et tous les cœurs au nom sacré de liberté et de patrie, alors l'ambition trouve partout des obstacles et le despotisme est contraint à reculer chaque pas ou de venir se briser contre la force invincible de l'opinion publique et de la volonté générale. Aussi, voyez avec quelle artificieuse politique les despotes se sont ligués contre la liberté de parler et d'écrire. Voyez le farouche inquisiteur, Voyez le farouche inquisiteur la poursuivre au nom du ciel et les princes au nom des lois qu'ils ont faites eux-mêmes pour protéger leurs crimes, secouant le joug des préjugés auxquels ils nous ont asservis et apprenons d'eux à connaître tout le prix de la liberté de la presse. Quelle doit en être la mesure? Un grand peuple, illustre par la conquête récente de la liberté, répond à la question par son exemple. Le droit de communiquer ses pensées, par la parole, par l'écriture ou par l'impression, ne peut être gêné ni limité en aucune manière. Voilà les termes de la loi que les États-Unis d'Amérique ont faite sur la liberté de la presse, et j'avoue que je suis bien aise de pouvoir présenter mon opinion sous de pareils auspices à ceux qui auraient été tentés de la trouver extraordinaire ou exagérée. La liberté de la presse doit être entière et indéfinie où elle n'existe pas.
Je ne vois que deux moyens de la modifier. L'un d'en assujettir l'usage à de certaines restrictions et à de certaines formalités, l'autre d'en réprimer l'abus par des lois pénales. L'un et l'autre de ces deux objets exigent la plus sérieuse attention. D'abord, il est évident que le premier est inadmissible car chacun sait que les lois sont faites pour assurer à l'homme le libre développement de ses facultés et non pour les enchaîner, que leur pouvoir se borde à défendre à chacun de nuire aux droits d'autrui sans lui interdire l'exercice des siens. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de répondre à ceux qui voudraient donner des entraves à la presse sous le prétexte de prévenir les abus qu'elle peut produire. Priver un homme des moyens que la nature et l'art ont mis en son pouvoir de communiquer ses sentiments et ses idées pour empêcher qu'il n'en fasse un mauvais usage, ou bien enchaîner sa langue de peur qu'il ne calomnie, ou lier ses bras de peur qu'il ne les tourne contre ses semblables. Tout le monde voit que ce sont là des absurdités du même genre, que cette méthode est tout simplement le secret du despotisme qui, pour rendre les hommes sages et paisibles, ne connaît pas de meilleur moyen que d'en faire des instruments passifs et de vils automates. Quelles seraient les formalités auxquelles vous soumettriez le droit de manifester ses pensées? Défendez-vous aux citoyens de posséder des presses pour faire d'un bienfait commun à l'humanité entière le patrimoine de quelques mercenaires? Donnerez-vous ou vendrez-vous aux uns le privilège exclusif de disserter périodiquement sur des objets de littérature, aux autres celui de parler de politique et des événements publics? Décréterez-vous que les hommes ne pourront donner l'essor à leurs opinions si elles n'ont obtenu le passeport d'un officier de police, ou qu'ils ne penseront qu'avec l'approbation d'un censeur et par permission du gouvernement? Tels sont les effets, en effet, les chefs-d'œuvre qu'enfanta l'absurde manie de donner des lois à la presse. Mais l'opinion publique et la volonté générale de la nation ont proscrit depuis longtemps ces infâmes usages. Je ne vois en ce genre qu'une idée qui semble avoir surnagé, c'est celle de proscrire toute espèce d'écrit qui ne porterait point le nom de l'auteur ou de l'imprimeur et de rendre ceux-ci irresponsables. Mais comme cette question est liée à la seconde partie de notre discussion, c'est-à-dire à la théorie des lois pénales sur la presse, elle se retrouvera résolue par les principes que nous allons établir sur ce point. Peut-on établir des peines contre ce qu'on appelle l'abus de la presse? Dans quel cas ces peines pourraient-elles avoir lieu? Voilà de grandes questions qu'il faut résoudre, et peut-être la partie la plus importante de notre code constitutionnel. La liberté d'écrire peut s'exercer sur deux objets, les choses et les personnes. Le premier de ces objets renferme tout ce qui touche aux plus grands intérêts de l'homme et de la société, tels que la morale, la législation, la politique, la religion. Or, les lois ne peuvent jamais punir aucun homme pour avoir manifesté ses opinions sur toutes ces choses, car c'est par la libre et mutuelle communication de ses pensées que l'homme perfectionne ses facultés, s'éclaire sur ses droits et s'élève au degré de vertu, de grandeur, de félicité auquel la nature lui permet d'atteindre. Mais cette communication, comment peut-elle se faire si ce n'est de la manière que la nature même l'a permise? Or, c'est la nature même qui veut que les pensées de chaque homme soient le résultat de son caractère et de son esprit, et c'est elle qui a créé cette prodigieuse diversité des esprits et des caractères. La liberté de publier son opinion ne peut donc être autre chose que la liberté de publier toutes les opinions contraires. Il faut, ou que vous lui donniez cette étendue, ou que vous trouviez le moyen de le faire, que la vérité sorte d'abord toute pure et toute nue de chaque tête humaine. Elle ne peut sortir que du combat de toutes les idées, vraies ou fausses, absurdes ou raisonnables. C'est dans ce mélange que la raison commune, la faculté donnée à l'homme de discerner le bien du mal, s'exerce à choisir les unes, à rejeter les autres. Voulez-vous ôter à vos semblables l'usage de cette faculté pour y substituer votre autorité particulière? Mais quelle main tracera la ligne de démarcation qui sépare l'erreur de la vérité? Si ceux qui font les lois ou ceux qui les appliquent étaient des êtres d'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine, ils pourraient exercer cet empire sur les pensées. Mais s'ils ne sont que des hommes, il est absurde que la raison d'un homme soit, pour ainsi dire, souveraine de la raison de tous les autres hommes. Toute loi pénale contre la manifestation des opinions n'est qu'une absurdité. Et j'en arrête ici ce discours pour lequel je marquerai le lien sur notre site internet, puisque nous arrivons à l'heure où il faut rendre le micro à Radio Libre en Périgord. Je vous souhaite donc une excellente semaine, à lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. En forgeant un soc de charrue,
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive